Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre rendez-vous quotidien consacré à l'actualité internationale. À la une aujourd'hui, la Russie a lancé la plus massive attaque aérienne depuis le début de la guerre en Ukraine avec 550 drones et missiles lancés. Échange téléphonique 10 francs entre Trump et Poutine sur l'Ukraine. En Israël, des ministres du Likoud exhortent Netanyahou à annexer la Cisjordanie. Au Gabon, Sylvia et Noureddin Bongo dénoncent les violences subies et menacent de briser le silence. Direction les États-Unis où le Congrès adopte le projet de loi budgétaire phare de Donald Trump. Kigali réagit vivement au dernier rapport des experts de l'ONU qui l'accusent de soutenir le M23. Au Portugal, ouverture du procès historique de l'ancien Premier ministre José Sócrates pour corruption. Et en Afrique centrale, les États-Unis renforcent leur présence à travers d'importants investissements dans les infrastructures. En Amérique du Sud, au moins 15 morts dans une vague 2 fois record en Argentine, Chili et l'Uruguay. La Russie lance 550 drones et missiles dans l'attaque la plus massive depuis le début de la guerre. Dans la nuit du 3 au 4 juillet 2025, la Russie a mené l'assaut aérien le plus important contre l'Ukraine depuis le début de l'invasion en février 2022. Selon les autorités ukrainiennes, 550 engins aériens, dont 539 drones explosifs, et 11 missiles ont été tirés en l'espace de quelques heures. Les frappes ont visé principalement la capitale Kiev, mais aussi les régions de Kharkiv, Soumy et plusieurs infrastructures stratégiques dans le centre et l'ouest du pays. Il s'agit du barrage aérien le plus massif enregistré en une seule nuit. L'alerte aérienne nationale a duré plus de 7 heures, mobilisant l'ensemble du système de défense antimissile ukrainien. 23 personnes ont été blessées à Kiev, dont 14 ont dû être hospitalisées. Plusieurs d'entre elles sont dans un état grave. Des immeubles d'habitation, des infrastructures ferroviaires et des entrepôts logistiques ont été endommagés ou détruits. Des incendies majeurs ont éclaté, notamment sur les toits d'un complexe résidentiel dans la capitale. L'armée ukrainienne affirme avoir intercepté la majorité des engins grâce à ses systèmes de défense, dont des batteries occidentales. Cependant, le volume sans précédent d'engins a submergé les capacités de protection, permettant à plusieurs missiles et drones d'atteindre leurs cibles. Cette attaque intervient dans un moment de fragilité pour la défense ukrainienne, alors que certains systèmes occidentaux manquent de munitions ou subissent des retards de livraison. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a qualifié l'attaque de terrorisme délibéré, soulignant l'objectif de Moscou de s'aimer la terreur en ciblant les civils. À Moscou, aucun commentaire officiel n'a été émis, mais les médias d'État affirment que les frappes visaient des centres de commandement militaire et logistique. Échange téléphonique franc entre Trump et Poutine sur l'Ukraine. Ce jeudi 3 juillet 2025, le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine se sont entretenus pendant environ 1 heure dans ce que le Kremlin a qualifié d'échange franc et constructif concernant la guerre en Ukraine. Selon Yuri Ushakov, conseiller diplomatique du Kremlin, Trump a insisté sur la nécessité d'un cessez-le-feu rapide, tandis que Poutine a réaffirmé la volonté de Moscou de poursuivre les négociations amorcées à Istanbul, y compris sur des points humanitaires. Cependant, le conseiller russe a ajouté que la Russie ne renoncerait pas à ses objectifs en Ukraine, notamment les demandes que Kiev renonce à son adhésion à l'OTAN et reconnaisse les territoires conquis. Conditions jugées inacceptables par l'Ukraine et l'Union européenne. Il s'agissait du 6e entretien public entre Trump et Poutine depuis le retour au pouvoir de Trump. L'échange arrive alors que le Pentagone a récemment suspendu certaines livraisons d'armes à l'Ukraine, une question qui n'a pas été élaborée lors de la conversation. Selon un article de Politico, bien que l'appel ait duré près de 2 heures, Trump n'a pas constaté aucun progrès concret en vue d'un accord de faire cesser le conflit.
Il a exprimé sa frustration, soulignant que malgré la poursuite de l'aide militaire, il fallait veiller à préserver le stock américain. En Israël, des ministres du Likoud exhortent Netanyahou à annexer la Cisjordanie. Selon RFI, des ministres du parti Likoud, proches de Benjamin Netanyahou, ont lancé un appel public pour que le Premier ministre annonce l'annexion immédiate de la Cisjordanie occupée. Selon eux, le moment est propice pour franchir ce pas politique. Les ministres estiment que le contexte géopolitique actuel, notamment le soutien américain, offre une fenêtre d'opportunité pour faire avancer ce projet. Ils considèrent que l'annexion est une réponse à l'insécurité de les territoires occupés, affirmant vouloir structurer ce qu'ils appellent l'État juif en Cisjordanie, tout en renforçant les colonies existantes. RFI rappelle que la Cisjordanie reste le théâtre d'opérations militaires fréquentes et de violences récurrentes, finançant l'argumentaire des militaires en faveur d'une mainmise accrue sur ces zones. Une telle annexion serait une violation du droit international, notamment des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU interdisant l'acquisition de territoires par la force. Cela risquerait aussi de détériorer davantage le processus de paix en mettant en péril l'éventualité de la solution à deux États. Au plan régional, un tel mouvement risquerait de susciter de forts désaccords de la part des Palestiniens, des pays arabes et des partenaires occidentaux. Cette démarche s'inscrit dans la continuité d'une stratégie sécuritaire et idéologique visant à affirmer la mainmise israélienne sur les territoires occupés. Mais elle comporte des risques diplomatiques majeurs, susceptibles de rompre avec les normes internationales et de compromettre toute chance de résolution pacifique. Évolution dans l'affaire de la famille Bongo au Gabon. Sylvia et Noureddin Bongo dénoncent les violences subies et menacent de briser le silence. Le 3 juillet 2025, Sylvia Bongo Ondimba et son fils Noureddin Bongo Valentin ont publié une déclaration commune dans laquelle ils dénoncent les mauvais traitements qu'ils affirment avoir subis pendant leur détention à Libreville. Après le coup d'État d'août 2023, les forces armées gabonaises ont renversé le président Ali Bongo Ondimba, mettant fin à plus de 50 ans de pouvoir familial. Sylvia et Noureddin Bongo ont été arrêtés et détenus pendant 20 mois. En mai 2025, grâce à l'intervention de la communauté internationale, notamment de l'Union africaine, ils ont été exfiltrés du Gabon et se trouvent actuellement en France. Sylvia et Noureddin Bongo affirment avoir été soumis à des tortures répétées, notamment des fouettages, électrocutions et noyades. Ils déclarent avoir été contraints de signer des documents dont certains les engageaient en silence concernant les conditions de leur détention. Ils accusent aussi les autorités gabonaises d'avoir saisi leurs biens, y compris des villas et des comptes bancaires, au profit des proches du régime militaire. Les avocats de la famille Bongo ont déposé une plainte en France pour séquestration arbitraire et torture, demandant l'ouverture d'une enquête judiciaire. Le général Brice Oligui Nguema, président de la transition, a nié les accusations de torture, affirmant qu'aucune marque de violence n'était visible sur les détenus et que des visites diplomatiques avaient eu lieu en prison. Dans leur communiqué, Sylvia et Noureddin Bongo déclarent « Nous avons été violemment torturés à répétition par les militaires les plus proches du président Brice Oligui Nguema. Nous ne nous tairons pas face à la terreur et à l'injustice. » Et ils ajoutent « Le sort qui a été réservé à notre famille est d'une cruauté criminelle et nous nous battrons jusqu'au bout pour que vérité soit connue et que justice soit faite. » Aux États-Unis, le Congrès adopte le projet de loi budgétaire phare de Donald Trump. Ce jeudi 3 juillet 2025, le Congrès américain a adopté le vaste projet de loi budgétaire voulu par Donald Trump, une étape clé pour la mise en œuvre de son programme politique intérieur. Ce texte prévoit une réduction significative des dépenses publiques, avec notamment une baisse d'environ 1 000 milliards de dollars sur les programmes sociaux tels que Medicaid et l'aide alimentaire.
Parallèlement, le projet prévoit une augmentation des fonds destinés à la défense et au contrôle de l'immigration, avec un budget supplémentaire de 75 milliards de dollars pour l'agence chargée des expulsions. Le texte maintient également les allègements fiscaux en vigueur depuis 2017 et introduit des mesures destinées à soutenir les travailleurs, notamment sur les pourboires et les heures supplémentaires. Le projet de loi a été adopté à la Chambre des représentants par une majorité très serrée. Ce vote est intervenu après un débat intense marqué par un discours historique de près de 9 heures prononcé par le chef de l'opposition démocrate, Hakeem Jeffries. Seuls 2 députés républicains ont voté contre le texte, illustre la forte discipline du parti républicain autour de Donald Trump. Selon le Congressional Budget Office, cette loi devrait accroître le déficit budgétaire de l'ordre de 3,3 à 3,9 trillions de dollars sur les prochaines années. Le projet suscite des critiques chez les progressistes qui dénoncent des coupes dans les aides sociales et un abandon des populations les plus vulnérables. Le Fonds monétaire international a également exprimé ses inquiétudes quant aux conséquences macroéconomiques de cette loi. Le texte doit désormais être signé par Donald Trump, qui prévoit de le faire officiellement aujourd'hui, jour de la fête nationale américaine. Cette adoption marque un tournant dans la politique américaine avec un impact profond sur les finances publiques, les politiques sociales et les équilibres politiques internes. De l'Amérique à l'Afrique centrale, la tension monte encore entre la RDC et le Rwanda. Kigali dénonce un rapport onusien biaisé. Le gouvernement rwandais a officiellement réagi ce jeudi 4 juillet via le réseau social X à la publication du dernier rapport du groupe d'experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo. Le document, transmis au Conseil de sécurité, relance de graves accusations contre Kigali dans le contexte explosif de la crise sécuritaire dans l'Est congolais. Le rapport des experts mandatés par l'ONU établit plusieurs constats préoccupants. Entre 3 000 et 4 000 soldats des forces de défense du Rwanda RDF opéraient à l'est de la RDC en appui direct au groupe armé du M23. Les experts affirment que le commandement du M23 est en partie exercé par des officiers rwandais. Kigali aurait fourni des armes, des munitions, du renseignement et une planification militaire au M23. Le rapport souligne également une collaboration documentée entre les FARDC et les Forces démocratiques de libération du Rwanda, FDLR. Un groupe armé Hutu rwandais accusé de crimes lors du génocide de 1994, considéré comme une menace directe par Kigali. En réaction, le gouvernement rwandais a dénoncé un rapport biaisé et politiquement orienté. Kigali affirme que le document contient des affirmations infondées, construites sur des sources non vérifiables et sans confrontation contradictoire. Ils accusent les experts de négliger la présence avérée des FDLR au sein des unités de l'armée congolaise, ce qui justifierait, selon Kigali, certaines actions préventives de sécurité sur les zones frontalières. Le Rwanda se dit victime d'une campagne de désinformation orchestrée par Kinshasa pour détourner l'attention de ses propres responsabilités dans l'instabilité régionale. Ce rapport intervient dans un climat extrêmement tendu entre la RDC et le Rwanda, marqué par des échanges militaires répétés, des accusations mutuelles de soutien aux groupes armés et une rupture diplomatique de fait. Depuis le début de l'année 2024, les combats entre le M23 et le FARDC se sont intensifiés, provoquant le déplacement de plus de 3 millions de civils de la province du Nord Kivu. Le Conseil de sécurité de l'ONU, saisi de ce nouveau rapport, pourrait envisager des sanctions ciblées ou des pressions diplomatiques renforcées, bien que les divisions entre ses membres sur la question limitent les marges d'action. De retour en Europe, où un procès historique s'ouvre au Portugal. Procès de José Sócrates, ancien Premier ministre. Ce mercredi à Lisbonne s'est ouvert le procès de José Sócrates, poursuivi pour 22 chefs d'accusation, dont corruption passive, blanchiment d'argent et fraude fiscale. Accusé d'avoir reçu environ 34 millions d'euros de grandes entreprises portugaises,
Socrate nie toute implication et dénonce un procès politique. Ce dossier, initié il y a plus de 10 ans dans le cadre de l'opération Marquez, est le premier au Portugal impliquant un ancien chef de gouvernement dans une affaire de corruption majeure. Le procès s'annonce long et complexe avec plusieurs centaines de témoins attendus. En Afrique centrale, les États-Unis renforcent leur présence à travers d'importants investissements dans les infrastructures. Les États-Unis poursuivent leur stratégie d'investissement sur le continent africain. En Afrique centrale, Washington mise sur des projets structurants dans les secteurs de transport, de l'énergie et de l'agriculture, avec l'objectif affiché de proposer une alternative aux projets chinois. Parmi les projets phares, le corridor de Lobito, un axe ferroviaire stratégique qui reliera l'Angola à la République démocratique du Congo et à la Zambie. Plus de milliards de dollars ont déjà été mobilisés pour moderniser cette ligne qui permettra de faciliter l'exportation de minerais tels que le cuivre et le cobalt. Cette initiative vise aussi à soutenir le développement agricole et à la sécurité alimentaire dans la région. Dans le secteur énergétique, les États-Unis, à travers le programme Power Africa, investissent également dans l'électrification rurale. En août dernier, une enveloppe de 15,5 millions de dollars a été engagée pour la RDC. Elle permettra de financer des microcentrales, des mini-réseaux et des kits solaires dans les zones les plus enclavées. Ces investissements s'inscrivent dans le cadre plus large du programme Partenariat pour les infrastructures mondiales lancé par les pays du G7. Avec ces projets, les États-Unis entendent renforcer leur influence en Afrique centrale et répondre aux besoins de développement des pays partenaires tout en rééquilibrant la concurrence géopolitique face à la Chine. Et pour terminer, focus sur l'Amérique du Sud, au moins 15 morts dans une vague de froid, record en Argentine, Chili et l'Uruguay. Une vague de froid exceptionnelle touche simultanément l'Argentine, le Chili et l'Uruguay avec des températures largement sous les normales saisonnières, causant la mort d'au moins 15 personnes et déclenchant des dispositifs d'urgence dans la région. Cette vague polaire est provoquée par l'arrivée d'une masse d'air antarctique responsable de chutes de neige inédites, notamment dans le désert d'Atacama où cela ne s'était pas produit depuis une décennie. À Buenos Aires, les températures ont chuté jusqu'à moins 1,9 degrés Celsius, un niveau inédit depuis 34 ans. En Uruguay, Montevideo a enregistré son maximum quotidien le plus bas depuis 1967, déclenchant ainsi une alerte rouge nationale. Les autorités argentines, chiliennes et uruguayennes ont mis en place des centres d'hébergement d'urgence et déclenché des plans de veille sociale pour protéger les populations exposées. En Argentine, les services ont restreint l'approvisionnement en gaz industriel afin de préserver les ressources pour les foyers, provoquant aussi des coupures de courant dans certaines zones. Au Chili, dans la ville de Chillán, les températures ont dégringolé à moins 9,3 degrés Celsius, tandis que le dispositif social face aux sans-abri a été renforcé. Cette vague de froid polaire historique balaie l'Amérique du Sud avec des records météorologiques et enneigements surprenants pour la saison. Le gouvernement et les services d'urgence multiplient les actions. Centres d'hébergement, restrictions énergétiques, alertes sanitaires. La situation devrait rester sous haute surveillance dans les prochains jours en raison du risque prolongé d'exposition au froid extrême. Merci de votre attention. À très bientôt pour un nouveau point complet sur l'actualité internationale. Une excellente soirée à toutes et à tous.